La Norvège a autorisé en janvier la prospection minière sous-marine autour du Svalbard. D'autres projets d'exploration du même type, menés par plusieurs pays et autorisés par l'Autorité internationale des fonds marins, sont en cours, notamment dans la zone Clarion-Clipperton dans le Pacifique, motivés par la recherche de matériaux stratégiques comme le nickel, le cuivre, le manganèse et le cobalt. Cette situation suscite des inquiétudes à l'échelle mondiale, alors que la communauté scientifique souligne que 80% de ces fonds marins restent inexplorés. 24 pays, dont la France, appellent donc à une pause dans l'exploitation minière sous-marine, le temps que la science se prononce. Parallèlement, fin mars, les représentants de 36 États du Conseil de l'AIFM reprennent un cycle de négociations pour établir un code minier encadrant une future exploitation des richesses minérales sous-marines, source de vives tensions. Quand on parle d'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins, elles appartiennent à trois types. Il y a un type qui est bien distinct des deux autres, qui est les amas sulfurés, qui sont des dépôts à partir de fluides hydrothermaux, et qui sont des dépôts de sulfure de fer, de cuivre, de zinc. Il s'agit de dépôts qui sont précipités par les fluides hydrothermaux très chauds qui ont été réchauffés à l'intérieur de la croûte océanique et qui ressortent sur le plancher océanique. Les deux autres espèces, c'est ce qu'on appelle les encroûtements. On appelle ça des encroûtements si c'est sur des falaises rocheuses dans les fonds marins, et on appelle ça des nodules si c'est autour de petits cailloux ou de petits débris sur les fonds sableux des plaines abyssales. Donc ces nodules et ces encroûtements, ils se forment par précipitation de métaux et de terres rares à partir de l'eau de mer au fil des millions d'années, très lentement. Ils font typiquement quelques centimètres d'épaisseur et ils couvrent des très très grandes surfaces. Leur exploitation implique ou impliquerait de racler des très très grandes surfaces de fonds océaniques et donc de détruire des écosystèmes avec des organismes très divers qu'on connaît très mal. On ne connaît peut-être que 10% de la diversité de ces organismes qui ont des métabolismes très lents et qui par conséquent se reconstitueraient certainement très mal, voire pas du tout. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième impact auquel on doit s'attendre, si une exploitation minière avait vraiment lieu dans ces zones très profondes, il faut rappeler que tout ça se situe à des profondeurs de plusieurs milliers de mètres d'eau, c'est que le raclage de tous ces fonds, de tous ces encroûtements, générerait des panaches de poussière, panaches de poussière partiellement métalliques qui peuvent être toxiques, mais panaches de poussière aussi qui, sans être nécessairement toxiques, troubleraient l'eau sur des milliers de mètres, sur l'ensemble de la colonne d'eau, en fait. Le fonctionnement des organismes qui vivent dans la colonne d'eau et qui sont, en fait, maintenant, on le reconnaît, sans bien connaître la diversité de ces organismes, on reconnaît leur importance fondamentale dans le piégeage du carbone en excès dans l'atmosphère. Et donc, il y a un impact climatique qui peut être direct et relativement à court terme, qui peut être craint de ce genre d'exploitation. C'est pour ça qu'après quelques années d'exploration et de compréhension des processus, la communauté scientifique est très largement en faveur d'une attitude de précaution, c'est-à-dire de ne pas se lancer dans cette exploitation. Souvent, on associe le terme d'exploration au terme d'exploitation, mais il ne faut pas oublier quand même que le terme d'exploration a aussi un sens un peu plus noble, qui est d'explorer pour comprendre comment ça fonctionne. Si on ne comprend pas comment un milieu fonctionne, comment les êtres vivants dans ce milieu interagissent avec la matière, avec en l'occurrence la colonne d'eau, les fonds, etc., eh bien, on ne comprend pas les conséquences possibles de nos actes. Et on n'est pas en mesure d'adapter notre comportement pour éviter d'endommager ces milieux. Quel est le rôle des courants pour entraîner les fluides qui sortent des sources hydrothermales? Comment fonctionne la pompe à carbone? Comment les organismes de la surface transfèrent la matière première carbonée aux organismes plus profonds? Qui sont ces organismes plus profonds? Comment est-ce qu'ils fonctionnent, etc. Il y a un grand nombre de questions qui sont des questions de recherche fondamentales, qui sont indispensables pour ensuite, et ça c'est la deuxième partie, comprendre comment adapter nos comportements pour être le moins destructif possible et pour favoriser au maximum les effets positifs de ces processus. Et donc là, on a vraiment besoin de chercheurs en sciences humaines et sociales pour réfléchir à nos biais.
En milieu océanique, par exemple, les peuples des îles du Pacifique ou de Nouvelle-Calédonie, etc., ont des relations à la mer qui sont assez différentes des nôtres. Ça ne veut pas dire qu'elles sont meilleures ou plus, mais elles permettent de déplacer un petit peu le regard. Les pays, dans leur espace maritime, sont libres d'agir comme ils l'entendent. Certains ont signé des conventions internationales qui les amènent à favoriser la protection de la biodiversité, de la pompe à carbone, du climat, etc. Mais dans le domaine international, cette question de la possible exploitation minière est gérée par une institution internationale qui dépend de l'ONU, qui s'appelle l'AIFM. Et cette autorité internationale des fonds marins, en fait, elle a été créée dans les années 80. Et son objectif, c'est plutôt une justice économique entre les pays qui ont un accès à la mer et des capacités d'exploitation et les pays qui n'ont pas cette capacité. Au fil de l'histoire, est apparue bien sûr la pression climatique et la question climatique et de la biodiversité. Et il y a maintenant plusieurs conventions de l'ONU qui engagent les pays à protéger ce qu'on appelle la santé des océans. Et donc l'AIFM vit une espèce de contradiction où elle doit maintenant intégrer aussi ce qu'on pourrait appeler les enjeux de protection de l'environnement. Par rapport à cette attitude de protection, la position du gouvernement français a donc changé depuis 2 ans, en grande partie à cause des recommandations de la communauté scientifique. Et maintenant, la France essaye de mobiliser autant de pays que possible pour défendre ce principe de précaution auprès des instances des institutions onusiennes. De plus en plus, dans le fonctionnement de l'AIFM, la question de la protection de l'environnement est devenue importante. Et on est arrivé à la conclusion, en tout cas au niveau français, que le principe de précaution s'imposait et que donc le code minier n'était pas à l'ordre du jour, que l'ordre du jour n'était pas de réguler cette exploitation, mais que l'ordre du jour était de l'arrêter parce que les conséquences ne pourraient être que dommageables.